d'indemniser les victimes, soit à l'élu, soit à la collectivité, personne morale. Alors vous allez me dire, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'une faute de service et qu'est-ce qu'une faute personnelle? Puisqu'on a vu, il y a une différence majeure. Une faute de service, pour reprendre une définition qui avait été donnée par le commissaire du gouvernement Laferrière, c'est une faute qui révèle un homme plus ou moins sujet à erreur. C'est l'hypothèse classique de l'accident. Chaque fois qu'il y a un accident, en gros, alors on verra que ce n'est pas toujours vrai, mais en principe, chaque fois qu'il y a un accident, qu'il n'y a pas eu volonté de causer la mort ou des blessures, eh bien, on sera au niveau de la faute de service. Donc, ce ne sera pas à vous personnellement de sortir votre carnet de chèques, mais si jamais il y a une responsabilité, ça sera la responsabilité de la collectivité. Pour vous donner un exemple, en ce moment, on est encore dans la période d'état d'urgence sanitaire. Parmi les consignes qui vous sont données, c'est la consigne de bien désinfecter les locaux. Donc, imaginons un administré qui rentre dans les couloirs de la mairie, le sol est glissant parce que le serpillière vient d'être passé. Notre administré glisse, tombe dans les escaliers, coup du lapin, pas de bol. Bon, un administré qui rentre vivant dans les couloirs d'une mairie, vous en conviendrez avec moi qu'il a le droit d'en sortir vivant. Et donc, ces ayants droit vont pouvoir actionner la responsabilité. Mais non pas la responsabilité personnelle du maire, non pas la responsabilité personnelle de la femme de ménage, non pas la responsabilité personnelle du directeur des services techniques, si vous avez un directeur des services techniques dans votre collectivité. Non, ça sera la responsabilité de la collectivité. Et donc, c'est la collectivité qui devra réparer le préjudice, si tant est que la responsabilité de la collectivité est engagée. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un accident dans une collectivité que pour autant la responsabilité de la commune est automatique. Donc ça, c'est la faute de service. Faute personnelle. Eh bien, toujours pour reprendre l'expression du commissaire du gouvernement, c'est une faute qui révèle un homme avec ses passions et ses faiblesses. Eh bien, les élus, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent avoir des travers et qui peuvent parfois utiliser leurs fonctions à des fins, par exemple, personnelles. Et à ce moment-là, on n'est plus au niveau de la faute de service, on est au niveau de la faute personnelle. Pour vous donner un exemple, dans une commune, vous aviez un maire qui avait pris un arrêté ordonnant la fermeture d'un établissement recevant du public en invoquant des motifs de sécurité. Lorsqu'on a creusé un peu, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout pour des motifs de sécurité qu'il avait fait fermer l'établissement en question. C'est parce que c'était un fonds de commerce qui était concurrent à celui de son épouse et qu'il voulait éliminer un concurrent. Donc là, on est, bien entendu, au niveau de la faute personnelle et non pas au niveau de la faute de service. Un autre exemple, ça ne se passe pas dans votre département. C'était un président d'OPHLM qui était maire d'une commune et qui délivrait des logements sociaux en échange de faveurs de nature sexuelle. Bon, très bien. Là aussi, on est au niveau de la faute personnelle, donc responsabilité personnelle de l'élu. Alors, j'ai pris des exemples volontairement caricaturaux pour que vous compreniez bien la nuance entre faute de service et faute personnelle. Le problème, c'est que lorsqu'on rentre dans le détail de la jurisprudence, on s'aperçoit qu'on peut très vite glisser de la notion de faute de service à la notion de faute personnelle. On va voir qu'il y a des zones grises sur lesquelles les juges ne sont pas toujours d'accord entre eux pour savoir si on se situe ici ou ici. Et pourtant, l'enjeu, il n'est pas neutre, parce que ici, c'est la collectivité qui paye, donc c'est le patrimoine de la collectivité, et ici, c'est votre patrimoine personnel. Alors, le Conseil d'État, le 30 décembre 2015, alors ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que le support vous a été remis ou vous sera remis, et tous les liens qui vous sont proposés en fin de diapositive, ils sont cliquables. Donc après, vous pouvez aller voir les décisions de justice ou les textes de loi qui vous sont proposés ici. Le Conseil d'État, dans un arrêt très important du 30 décembre 2015, a défini ce que constituait une faute personnelle. Les faits sont les suivants. C'est une commune du sud-est de la France. Le maire fait acheter sur deniers publics un véhicule de grosse cylindrée
qu'il l'utilise à des fins personnelles et il a même passé les clés à son fils qui a été flashé au volant du véhicule. Bon. Et le maire, il est poursuivi pour détournement de fonds publics. Ce même maire, quelque temps plus tard, au cours d'une réunion publique, tient des propos d'incitation à la haine raciale. Et donc, ce même maire est poursuivi pour incitation à la haine raciale. Donc, on a cet élu qui est poursuivi à la fois pour détournement de fonds publics et pour incitation à la haine raciale. Et il demande à la commune de lui payer son avocat pour se défendre. Pourquoi ? Parce qu'il existe ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle, ça recouvre deux situations. C'est l'hypothèse, première situation, et c'est la plus fréquente, où un élu est agressé dans l'exercice de ses fonctions, il est injurié, il est diffamé, il est agressé. Et dans ce cadre-là, eh bien, il va intenter une procédure, il va avoir besoin d'un avocat pour se défendre. Cet avocat, ce n'est pas à lui de se le payer, c'est à la commune de le faire au titre de la protection fonctionnelle. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse de protection fonctionnelle, c'est dans l'hypothèse où l'élu est poursuivi pénalement dans l'exercice de ses fonctions. D'accord ? Chaque fois que vous êtes poursuivi pénalement dans l'exercice de vos fonctions, ce n'est pas à vous de payer votre avocat, c'est à la commune de le faire, mais pas dans tous les cas. Uniquement si vous n'avez pas commis de faute personnelle. Parce que si vous avez commis une faute personnelle, le conseil municipal ne doit pas vous accorder la protection. Et c'est pour ça que c'est allé jusqu'au Conseil d'État. Parce que dans cette affaire, le conseil municipal a décidé, donc je reviens à mon hypothèse, le maire était poursuivi pour détournement de fonds publics et pour des propos d'incitation à la haine raciale, et le conseil municipal lui a accordé la protection fonctionnelle en disant oui, on va vous défendre. On va vous payer l'avocat. Sauf que le préfet n'a pas été d'accord, il a exercé un déféré préfectoral et c'est remonté jusqu'au Conseil d'État. Et qu'est-ce qu'a dit le Conseil d'État dans cet arrêt du 30 décembre 2015 ? Eh bien, il a défini 3 critères qui sont alternatifs et non pas cumulatifs, qui permettent de définir ce que constitue une faute personnelle. Commet une faute personnelle l'élu qui poursuit des préoccupations d'ordre privé. Donc, chaque fois qu'un élu recherche un intérêt personnel, il commet une faute personnelle. Et là, nous dit le Conseil d'État, lorsque le maire a fait acheter un véhicule de grosse cylindrée pour ses besoins personnels, il a bien poursuivi des préoccupations d'ordre privé. Donc, il a commis une faute personnelle. Et qui dit faute personnelle dit, par conséquent, que le conseil municipal ne pouvait pas prendre en charge la défense de l'élu. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, ils sont alternatifs, je rappelle, ces critères, ils ne sont pas cumulatifs, il suffit que l'un d'eux soit réuni pour que la faute personnelle soit caractérisée. Deuxième critère, l'élu a eu un comportement incompatible avec l'exercice de fonctions publiques. Là, nous dit le Conseil d'État, lorsque l'élu a tenu des propos d'incitation à la haine raciale, il s'agit d'un comportement incompatible avec l'exercice de fonctions publiques et donc pas de protection fonctionnelle. Et, troisième critère, et c'est sur celui-ci que j'attire particulièrement votre attention, l'élu a commis une faute d'une particulière gravité. Pourquoi j'attire votre attention sur ce critère ? Parce que la faute d'une particulière gravité, ce n'est pas nécessairement une faute qui est intentionnelle. La faute d'une particulière gravité, ce n'est pas nécessairement le cas de l'élu à rechercher un intérêt personnel. Et pourquoi j'attire votre attention là-dessus ? C'est parce que le curseur de la faute d'une particulière gravité, vous et moi ne le plaçons pas nécessairement au même endroit. Et ce qui est valable pour vous et moi, l'est aussi pour des magistrats. Et on va voir qu'effectivement, par moment, eh bien, les magistrats ne sont pas toujours d'accord entre eux pour savoir si on se situe ou non au niveau d'une faute d'une particulière gravité. Alors, les zones grises. Les zones grises, on a vu donc faute personnelle, responsabilité personnelle à l'élu,
faute de service, responsabilité de la collectivité. Mais parfois, il y a des zones grises. Première zone grise, la faute non intentionnelle d'une particulière gravité. Quelle est l'hypothèse? Il y a eu un accident, donc on n'a pas voulu le décès, mais par contre, on a commis une faute d'une particulière gravité qui a conduit à la réalisation de l'accident. Alors certes, on n'a pas voulu le décès, mais quand même, on a presque tout fait pour que l'accident arrive. Si je reprends tout à l'heure mon exemple de la serpillière qui tue, imaginons qu'une semaine avant, il y avait déjà eu un premier accident avec un premier administré qui était déjà décédé dans les mêmes circonstances. On avait identifié la cause, c'est-à-dire qu'on savait que le produit utilisé par la femme de ménage, il était particulièrement glissant. Et puis d'autre part, on avait dit, bon, ben, dorénavant, on fera le ménage en dehors des heures d'ouverture au public pour éviter ce type d'accident. Des mesures assez simples à mettre en œuvre, mais on ne les a pas mises en œuvre. Et une semaine après, deuxième accident. Est-ce que le juge va considérer qu'il s'agit d'une faute de service parce qu'il n'y a pas eu intention de donner la mort? Ou est-ce qu'il va considérer qu'il y a une faute personnelle parce que, à ma foi, ça fait quand même 2 accidents. Comme par hasard, les 2 fois, c'était 2 opposants au maire qui sont décédés. Ça commence à faire beaucoup. Bon. Eh bien, dans ce cadre-là, on va voir que les juges, ils ne sont pas nécessairement d'accord entre eux pour se prononcer s'il s'agit d'une faute de service ou une faute personnelle. En l'état actuel, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que dès lors qu'il n'y a pas eu d'intention de donner la mort, eh bien, on est au niveau de la faute de service. Et donc, c'est à la collectivité qu'il revient d'indemniser la victime et non pas à l'élu personnellement. Exemple. Alors ça se passe, ça n'a pas pour cadre une collectivité, mais je trouve que l'exemple est assez parlant et qu'il est illustratif du raisonnement du juge. Là, ça se passe dans un hôpital public, une maternité publique. Vous avez un accouchement qui se passe mal, à la fois pour la maman et pour l'enfant. Et donc, on appelle, l'équipe sur place appelle le gynécologue qui est d'astreinte. Et le gynécologue qui est d'astreinte refuse de se déplacer. Et malheureusement, l'accouchement se passe mal. Il y a décès, et donc le gynécologue il est poursuivi pour homicide involontaire. Il est condamné pour homicide involontaire. Et sur le plan civil, les victimes demandent réparation de leur préjudice directement au gynécologue. Et les juges de première instance et les juges d'appel disent « Oui, le gynécologue est civilement responsable parce qu'il a commis une faute d'une particulière gravité et même s'il n'a pas voulu le décès de la patiente, eh bien, il a commis une faute d'une particulière gravité et donc il engage son patrimoine personnel pour indemniser la victime. » La Cour de cassation, chambre criminelle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Oui, le gynécologue engage sa responsabilité pénale pour homicide involontaire, mais non, il n'engage pas sa responsabilité civile personnelle dès lors qu'il n'a pas voulu la mort de la patiente. » Et la Cour de cassation a tranché exactement dans le même sens dans l'affaire Xynthia, à propos des inondations. Le maire, en première instance, avait été condamné pénalement et civilement, parce que le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne avait considéré que la faute commise par le maire était d'une particulière gravité, et donc le maire avait engagé son patrimoine personnel pour indemniser une victime, mais la Cour d'appel de Poitiers a, elle, estimé que oui, le maire engageait sa responsabilité pénale, mais non, le maire ne pouvait pas engager sa responsabilité civile personnelle dès lors qu'il n'avait pas voulu le décès des personnes. Et la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, c'est-à-dire que le maire a été condamné pénalement pour homicide involontaire, mais par contre, sur le plan civil, les victimes ont été invitées à saisir les juridictions administratives pour engager la responsabilité partagée de la commune et de l'État. D'accord ? Donc ça, c'est la position de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Par contre, vous avez des juridictions du fond. On a vu le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne, il avait statué dans un sens contraire. Et vous avez des juridictions de première instance, voire même des juridictions d'appel, qui font un peu de la résistance à cette jurisprudence, estimant que lorsqu'un élu a commis une faute d'une particulière gravité, même s'il n'a pas voulu le décès, même s'il n'a pas voulu les blessures, il pouvait engager son patrimoine personnel. Je pense par exemple à un maire qui a été condamné pénalement et civilement parce qu'il y a eu une noyade dans un plan d'eau et on estime qu'il n'avait pas pris les mesures permettant d'éviter l'accident, notamment en fermant le plan d'eau à la baignade. Donc là, le maire a été condamné à la fois au plan pénal et au plan civil. Pourtant, si on suit la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, certes, la condamnation pénale pouvait être retenue, mais pas la responsabilité civile. Donc on voit bien qu'entre les juges, ils ne sont pas nécessairement d'accord et que certains ont tendance à élargir le champ de la responsabilité civile des élus et des agents publics au sens large. Autre zone grise, le non-respect de la réglementation, et notamment en matière d'urbanisme et de marché public. Une entreprise a été écartée d'un marché public, elle estime que le candidat qui a été retenu a été favorisé. La question qui va se poser, est-ce qu'elle peut demander réparation personnellement de son préjudice auprès du maire? Et bien là aussi, on est dans une zone grise et ça va être une appréciation qui va se faire au cas par cas. Peut-être que le juge dira, le maire n'a pas recherché d'intérêt personnel, il n'a pas voulu favoriser l'entreprise qui a été retenue, donc faute de service, donc responsabilité de la collectivité. Mais peut-être que le juge dira, peut-être aussi, il dira, ah ouais, mais il s'agit d'une faute d'une particulière gravité, et même si l'élu n'a pas recherché d'intérêt personnel, même s'il n'a pas voulu favoriser l'entreprise qui a été retenue, eh bien, le juge va peut-être estimer qu'il a commis une faute personnelle, engageant son patrimoine personnel. Et en matière d'urbanisme, on a eu un exemple avec l'arrêt de la Chambre civile du 25 janvier 2017. Vous voyez, c'est celui-là, la Chambre civile du 25 janvier 2017. Eh bien, la Chambre civile de la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle a jugé? C'était le cas d'un maire qui avait refusé un permis d'allotir à un administré qui voulait allotir sur sa commune. Bon. Et l'administré a obtenu l'annulation de la décision de la commune, du refus de la commune devant les juridictions administratives. Bon, jusque-là, c'est rien de très classique, c'est-à-dire que bon, ça arrive, vous pouvez, au cours de votre mandat, prendre des décisions qui sont contestées devant les juridictions administratives et les juridictions administratives vous donnent tort. Bon, c'est jamais agréable, mais en soi, il n'y a rien de grave. Ce n'est pas un procès que l'on fait à vous, c'est un procès à l'acte que vous avez pris ou à la décision que vous avez prise. Donc, ce n'est pas dramatique en soi. Là où ça se complique, c'est que notre administré, après avoir obtenu l'annulation du refus du permis d'allotir par la commune, il recherche la responsabilité en disant « mais moi j'ai subi un préjudice parce que mon projet immobilier il a pris du retard. Mon projet immobilier il a pris du retard et j'ai subi un préjudice, j'ai un manque à gagner. Et donc je demande réparation de mon préjudice. Mais au lieu de demander réparation de son préjudice à la commune, comme on aurait pu le penser, il demande réparation de son préjudice directement au maire et il engage la responsabilité civile personnelle du maire devant les juridictions judiciaires. C'est surprenant. Juge de première instance, juge d'appel, déboute l'administré en disant « non, vous ne pouvez pas rechercher la responsabilité civile personnelle du maire parce qu'il n'a recherché aucun intérêt personnel dans cette affaire. Et s'il vous a refusé un permis d'allotir, peut-être qu'il a mal apprécié les dispositions du Code de l'urbanisme ou du PLU, mais pour autant, il n'a pas commis de faute personnelle. Et donc, si vous devez demander réparation de votre préjudice, demandez réparation de votre préjudice à la commune, mais non pas au maire personnellement. Et là, la Chambre civile de la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle dit? Pardon. Elle dit, attention, ce n'est pas parce que le maire n'a pas recherché d'intérêt personnel que pour autant il n'a pas commis d'une faute personnelle. Il faut se demander si l'élu, si le maire n'a pas commis une faute personnelle. Et la Chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel et a renvoyé l'affaire devant une autre juridiction, une juridiction de renvoi. En disant
encore une fois, ce n'est pas parce que l'élu n'a pas recherché d'intérêt personnel qu'il n'a pas commis une faute personnelle, qu'il n'a pas pour autant commis une faute personnelle. Il faut se demander s'il n'a pas commis une faute d'une particulière gravité. Et là, on retrouve exactement le même critère qu'a posé le Conseil d'État dans l'arrêt du 30 décembre 2015. Donc ça veut dire, et ça c'est très important à retenir, c'est que vous pouvez engager votre patrimoine personnel dans l'exercice de votre mandat, même si vous n'avez pas recherché d'intérêt personnel. D'où l'importance d'être bien assuré, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, le droit d'option de la victime. Vous savez, les juristes, on aime couper les cheveux en quatre, ça se passe de commentaires, et il y a souvent les principes et les exceptions. Donc, on a vu, faute de service, responsabilité de la collectivité, faute personnelle, responsabilité personnelle de l'élu. Sauf que, en pratique, ça ne répond pas à toutes les situations. Pourquoi? Parce qu'un même accident, un même dommage peut trouver sa cause dans plusieurs sources. Que se passe-t-il lorsqu'il y a à la fois une faute de service et une faute personnelle? Imaginons que je sois maire dans ma commune, que je me rende à une réunion de chantier, je prends le kangou de la commune, et comme je suis un peu à la bourre pour aller sur la réunion de chantier, j'appuie sur l'accélérateur. Et je cause un accident de la circulation avec le véhicule de la commune. L'enquête permet d'établir que l'accident est imputable à la fois à mon excès de vitesse, donc ça c'est une faute qui est personnelle, et également à un défaut d'entretien du véhicule, les freins étaient défectueux. Donc ça c'est une faute de service. Question, qui c'est qui doit indemniser la victime? Moi parce que j'étais en excès de vitesse, ou la commune parce qu'elle m'a fourni un véhicule qui n'était pas en état de marche correct? Eh bien, réponse du juge, c'est la victime qui décide. C'est ce qu'on appelle le droit d'option de la victime, c'est-à-dire que la victime peut, à son choix, actionner soit la responsabilité de la collectivité, soit la responsabilité personnelle de l'élu. Au final, par le jeu des actions récursoires, ça doit se traduire par un partage de responsabilité. Si la victime actionne la responsabilité de la collectivité se retournera ensuite contre l'élu pour la part qui est imputable à la faute personnelle. Inversement, si la victime décide d'actionner la responsabilité personnelle de l'élu, l'élu se retournera ensuite contre la collectivité pour la part qui est imputable à la faute de service. Donc, au final, ça se traduit par un partage de responsabilité. Alors, la jurisprudence qui a donné lieu à cette notion de cumul de fautes, elle est assez cocasse. Ça se place au siècle dernier. Un usager de la poste se présente au bureau de poste. Les postiers ont avancé la pendule. Ils ont fermé un peu plus tôt que prévu. Et notre pauvre usager se retrouve coincé dans le bureau de poste. Et il n'a pas envie de dormir dans le bureau de poste. Il voit une porte de service, tente sa chance, manque de peau, quand ce n'est pas votre jour, c'est pas votre jour. Il tombe sur des receveurs de la poste qui le prennent pour un malfaiteur et le passent à tabac. Pas de bol. Eh bien, les juges, dans cette affaire, ont considéré qu'on était en présence à la fois d'une faute de service, le fait d'avoir fermé les locaux plus tôt que prévu, et une faute personnelle, le fait pour les agents d'avoir tabassé l'usager sans lui demander ce qu'il faisait là. Et donc, notre pauvre usager pouvait à son choix actionner soit la responsabilité personnelle des agents, soit la responsabilité des PTT, puisqu'à l'époque, c'était encore les PTT. Au final, ça doit se traduire par un partage de responsabilités. D'accord ? Pour vous donner un autre exemple, là, ça se passe dans une commune. Vous avez un agent d'une caisse des écoles qui falsifie des bons de commande pour faire des achats informatiques pour ses besoins personnels. Et l'entreprise, forcément, elle n'est pas payée par la commune, qui n'a pas connaissance de ses achats. Et au bout d'un moment, l'entreprise, s'étonnant de ne pas être payée, va voir le maire, lui dit « mais je ne comprends pas, je ne suis pas payé de ces factures ». Et le maire découvre à cette occasion que vous avez un agent des caisses des écoles qui a falsifié des bons de commande. Le maire réprimande l'agent, mais sans lui appliquer de sanctions disciplinaires, tant et si bien que l'agent récidive.
Et cette fois, l'entreprise revient voir le maire en disant « Je ne comprends pas, je croyais que ce problème était réglé et j'ai de nouveau des factures impayées. » Et cette fois, l'entreprise actionne la responsabilité de la collectivité. Et le juge, le Conseil d'État, lui donne raison dans un arrêt du 6 juin 2012. Pourquoi? Parce que nous dit le juge, certes, il y a une faute personnelle de la part de l'agent. Donc ça, une faute personnelle, donc c'était la responsabilité personnelle de l'agent indélicat qui a falsifié les bons de commande. Mais il y a aussi une faute de service de la part de la collectivité, dès lors que la collectivité n'a pas exercé son pouvoir disciplinaire sur l'agent et n'a pas exercé son devoir de surveillance sur l'agent. Et donc, on est bien en présence d'un cumul de fautes. Qui dit cumul de fautes dit possibilité pour la victime d'actionner la responsabilité de la collectivité. À charge ensuite pour la collectivité de se retourner contre l'agent fautif. Mais j'attire votre attention sur un point très important, c'est que dès lors que le juge retient une faute à l'encontre de la collectivité, qui en l'espèce n'a pas exercé son pouvoir disciplinaire, eh bien la collectivité ne pourra pas demander à l'agent l'intégralité des sommes qu'elle a versées à l'entreprise qui a été victime de ces agissements, puisque elle-même a commis une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice. Donc, cumul de fautes, partage de responsabilité. Avant de prendre vos questions, une dernière notion sur laquelle j'attire votre attention parce que ça se complique un peu. On n'est plus dans une hypothèse réelle, on n'est plus dans une hypothèse concrète. On est ici avec cette notion de faute personnelle non dépourvue tout lien avec le service sur une autre notion, une notion qui, enfin un objectif du moins, un objectif qui est poursuivi par le juge. Quel est l'objectif poursuivi par le juge? C'est de permettre l'indemnisation de la victime. On a vu, faute de service, responsabilité de la collectivité, faute personnelle, responsabilité personnelle de l'élu ou du fonctionnaire. Et donc, on se retrouve dans la dialectique suivante, c'est que plus la faute est grave, moins la victime a de chances d'être indemnisée. Plus la faute est grave, moins la victime a de chances d'être indemnisée. Pourquoi? Parce que qui dit faute grave dit faute personnelle. Qui dit faute personnelle dit responsabilité personnelle d'un élu. Un élu, c'est un particulier avec un patrimoine limité. Et même s'il vend sa maison, même s'il fait un emprunt, ça ne suffira peut-être pas pour indemniser la victime parce que les montants des dommages et intérêts peuvent être relativement conséquents. Et donc, pour pallier cet inconvénient, le juge va permettre à la victime d'actionner la responsabilité de la collectivité. À charge ensuite pour la collectivité de se retourner contre l'élu fautif. Mais à la différence de la première situation, là, on a vu qu'il y avait un partage de responsabilité. Ici, il n'y a pas de partage de responsabilité. C'est-à-dire que la commune ne sert que d'interface entre la victime et l'élu pour permettre l'indemnisation de la victime. Par contre, une fois que la collectivité a indemnisé la victime, la collectivité a le devoir de se retourner contre l'élu pour lui réclamer l'intégralité de la somme. La collectivité, elle n'a commis aucune faute. D'accord ? Simplement, si l'élu n'est pas solvable pour indemniser la victime, il ne sera pas plus solvable pour rembourser la collectivité. En fait, avec cette jurisprudence, qu'est-ce que c'est ? Cette jurisprudence, c'est un transfert du risque d'insolvabilité de l'élu. Au lieu de faire peser le risque d'insolvabilité de l'élu ou de l'agent public au sens large sur la victime, eh bien, ce risque d'insolvabilité, on le transfère sur la collectivité. C'est elle qui supportera le risque d'insolvabilité. Cette jurisprudence, elle va extrêmement loin. Si je reprends l'exemple tout à l'heure du président au PHLM qui était indélicat, c'est une faute personnelle, mais qui n'est pas dépourvue tout lien avec le service. Donc, on va permettre aux victimes d'actionner la responsabilité de l'administration, à charge ensuite pour l'administration de se retourner contre l'élu. La semaine dernière, j'ai été dans l'Oise. J'étais, entre guillemets, j'assurais une intervention devant les maires de l'Oise. Dans l'Oise, il y a eu une affaire qui avait un peu défrayé la chronique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était dans les années 70, fin des années 70, début des années 80,
où vous aviez un gendarme qui avait commis une série de crimes. D'ailleurs, il y a un téléfilm très bien qui a été tourné sur le sujet, c'est « La prochaine fois, je viserai le cœur » avec Guillaume Canet. Je ne sais pas si vous avez vu le film, je vous le recommande. Et quels sont les faits? Donc, ce gendarme, il avait commis une série de crimes, notamment sur des jeunes femmes. Et la responsabilité de l'État dans cette affaire a été retenue. Pourtant, le gendarme en question agissait en dehors de son service. Il n'avait pas utilisé son arme de service. Il n'avait pas utilisé non plus les véhicules de service. Il utilisait son véhicule personnel et il le faisait en dehors de son service. Mais néanmoins, les juges ont considéré qu'il s'agissait d'une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Pourquoi? Parce que le gendarme en question, c'était lui qui était chargé de l'enquête. Donc forcément, il savait où étaient dirigées les recherches et il savait dans quel secteur il pouvait agir en toute impunité. Et donc, sur cette base-là, les juges ont considéré qu'il s'agissait d'une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Sinon, l'arrêt du Conseil d'État qui a donné lieu à cette notion, c'est un arrêt dont on a fêté le centenaire il y a 2 ans, en 2018. C'est un arrêt de 1918 qui est assez illustratif. En fait, ça se passe dans une commune du sud-ouest de la France, où chaque année il y a la fête au village, et avec une manifestation qui attire, une attraction qui attire beaucoup de monde. C'est un jeu qui consiste à tirer avec des fusils sur des cibles qui flottent sur l'eau. Et cette année, il y a une particularité, c'est que de l'autre côté de la rive, on a aménagé un lieu de promenade. Et les promeneurs qui sont de l'autre côté, ils entendent les balles fusées. Et ils vont en faire état au maire en disant « Attention, il y a danger parce que de l'autre côté de la rivière, les balles, elles arrivent, il va y avoir un accident. » Et le maire va voir les tireurs en disant « Visez bien, orientez bien vos fusils et visez bien les cibles. » Bon, consigne qui se révèle malheureusement insuffisante. Et un couple de promeneurs, une dame, reçoit une balle en plein visage et est grièvement blessée. Dans cette affaire, le maire a été poursuivi au pénal, il a été condamné au pénal. Et sur le plan de l'indemnisation, se posait la question de savoir qui c'est qui devait indemniser. Est-ce qu'il s'agissait du maire parce qu'il a commis une faute personnelle ou est-ce qu'il s'agissait de la commune parce qu'il y avait une faute de service? Eh bien, sous l'impulsion du commissaire du gouvernement qui s'appelait Léon Blum, le Conseil d'État a consacré la notion de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. C'est-à-dire que là, le juge dit « Oui, il y a une faute personnelle de la part du maire. Il a commis une faute d'une particulière gravité en ne définissant pas un périmètre de sécurité permettant d'éviter le risque. Mais par contre, cette faute, elle a été accomplie pendant l'exercice de ses fonctions, au titre de ses fonctions. Et donc, on va permettre à la victime d'actionner la responsabilité de la collectivité, à charge ensuite pour la collectivité de se retourner contre l'élu. Voilà, on a fini avec cette première partie, donc sur la partie responsabilité civile. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce volet indemnitaire? Vous pouvez les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je continue, vous me dites. Hein. En chat. C'est souvent la première question qui est la plus difficile. Pas de questions pour l'instant? Bon, ben, très bien. On continue alors. Alors, on a vu au niveau de la responsabilité civile ce qu'il en était. Maintenant, on passe à un deuxième degré, c'est celui de la responsabilité pénale. Alors, au niveau de la responsabilité pénale, l'enjeu n'est plus de savoir qui c'est qui va sortir son carnet de chèques pour indemniser la victime.
L'enjeu, c'est de savoir à qui on va appliquer une peine. Le code pénal, qu'est-ce que c'est? Le code pénal, c'est en gros le livre dans lequel on recense les valeurs sociales défendues par la société, ce qu'on appelle les valeurs sociales protégées. Derrière chaque infraction du code pénal, vous avez ce qu'on appelle une valeur sociale protégée. Il y a une valeur qui est défendue par la société. Quand le code pénal réprime le vol, il défend quoi comme valeur? Le droit de propriété. Quand le code pénal réprime le délit de favoritisme, qu'est-ce qu'il défend comme valeur? L'égalité de traitement entre les candidats. Quand le code pénal réprime l'homicide et blessures involontaires, qu'est-ce qu'il défend comme valeur? Il défend la vie, l'intégrité physique. Qui c'est qu'on poursuit au pénal? On poursuit au pénal ceux qui sont présumés avoir porté atteinte à l'intérêt général, aux valeurs sociales protégées. Soit parce qu'ils ont été hostiles aux valeurs sociales protégées, c'est le cas des infractions intentionnelles, soit qu'ils ont été indifférents à ces valeurs sociales protégées, c'est le cas des infractions non intentionnelles. Donc, pour un élu, être poursuivi au pénal, c'est être placé en porte-à-faux par rapport à votre engagement. Parce que lorsqu'on s'engage dans un mandat électif, c'est pour servir l'intérêt général, c'est pour défendre les valeurs défendues par la société. Et donc, être déjà poursuivi au pénal, c'est déjà être placé en porte-à-faux par rapport à votre engagement. Alors, nous allons voir que malheureusement, il est très facile de commettre des infractions sans nécessairement en avoir conscience. Et c'est ce sur quoi je vais attirer votre attention avec des infractions plus particulières, et notamment, on verra avec la prévention des conflits d'intérêts. Excusez-moi, je reviens en arrière. Alors, quelques chiffres. Alors, ces chiffres, ils sont issus de quoi? Ils sont issus de l'observation du contentieux pénal des élus locaux par l'Observatoire. Alors, comment nous calculons ces chiffres? D'abord, je vous ai dit que la SMAC était leader sur l'assurance des collectivités territoriales, des collectivités locales et des élus. Donc, nous avons un certain nombre d'élus qui sont assurés chez nous et qui nous déclarent être mis en examen ou poursuivis pour tel ou tel fait. Donc là, on comptabilise. Comme tous les élus, les fonctionnaires ne sont pas assurés chez nous, on élargit notre champ d'observation avec les bases de données de jurisprudence et des veilles sur Internet. Et c'est là où j'attire votre attention. En 95-2001, Internet en était à ses balbutiements. Donc, il y a un effet grossissant de nos chiffres dans la mesure où ici, les chiffres sont nécessairement très en deçà de la réalité par rapport à l'information que l'on a aujourd'hui. Alors, les chiffres que je vous présente ici ne sont pas exhaustifs, hein, même à l'heure actuelle, mais néanmoins, ils sont beaucoup plus proches de la réalité grâce aux informations que l'on arrive à avoir, notamment sur les bases de données de jurisprudence. Donc ça, c'est le premier constat. Donc vous voyez que le constat, même si on s'arrête à la comparaison de la mandature 2014 et 2014-2020, eh bien, elle n'est pas à la baisse. Si vous voulez retenir un chiffre, vous pouvez retenir que chaque semaine, il y a 5 élus qui sont poursuivis pénalement. En gros. Alors, sur l'ensemble de la France, hein, sur l'ensemble du territoire français. Ce n'est pas propre à votre département, heureusement. Cependant, quand on rapporte ce chiffre au nombre d'élus locaux qui existent en France, vous savez combien il y a d'élus locaux en France? Il y en a plus de 500 000 élus locaux. Donc, quand vous rapportez le nombre d'élus poursuivis au nombre d'élus qui existent en France, ça vous donne un taux de mise en cause pénale inférieur à 0,3%. Inférieur à 0,3%. Donc, ça veut dire que 99,7% des élus ne sont pas inquiétés pénalement dans l'exercice de leur mandat. Donc, vous voyez que je ne suis pas là pour agiter le chiffon rouge du risque pénal et venir vous faire peur. Non, non. Il faut prendre du recul par rapport à ce risque pénal. Néanmoins, il ne faut pas non plus le prendre à la légère parce que les enjeux, ils peuvent être relativement lourds. Autre élément statistique que je livre à votre attention, c'est que qui dit poursuite ne dit pas condamnation. Vous voyez? Il y a à chaque fois une différence. Là, en bleu, vous avez le nombre de poursuites. En orange, le nombre de condamnations.
Et lorsqu'on fait le rapport, bien vous avez 60% des élus qui sont poursuivis qui bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. Parce que les faits ne sont pas caractérisés. Ou parce qu'il y a eu une plainte abusive. Ça arrive. Vous en avez peut-être déjà été l'objet. Donc, qui dit poursuite ne dit pas condamnation, d'où le nécessaire respect du principe de la présomption d'innocence. Pour quel type de fait vous pouvez être poursuivi? La première zone de fragilité sur laquelle vous êtes exposé, ce sont les manquements au devoir de probité. Alors, je passe parce que je vais y revenir parce que c'est très important. Donc, ça représente 35% du contentieux. Quand je dis que ça représente 35% du contentieux, ça ne veut pas dire que 35% des élus locaux sont poursuivis pour manquement au devoir de probité. C'est 35% des 0,3% qu'on a vu tout à l'heure, dans la diapositive précédente. Les atteintes à l'honneur, ça concerne tout ce qui concerne les diffamations, les dénonciations calomnieuses. Alors, j'attire votre attention, ça représente 30% du contentieux. Bon, là, en ce moment, par exemple, en période électorale, en général, c'est une zone sur laquelle les élus sont exposés, notamment dans les communes où il y a un second tour qui est organisé. Vous pouvez être aussi victime de diffamation dans l'exercice de votre mandat. Attention, parce que si vous êtes victime de diffamation dans l'exercice de votre mandat et que vous voulez agir, vous avez un délai qui est très bref, qui est de 3 mois. Donc, le délai de prescription, il est assez bref, c'est 3 mois. Il faut une certaine réactivité si vous voulez agir. Les atteintes à la dignité. Les atteintes à la dignité, ça représente un peu moins de 20% du contentieux pénal des élus locaux. C'est tout ce qui concerne les discriminations et le harcèlement moral. Et notamment, vous avez eu des plaintes de secrétaires de mairie contre des maires pour harcèlement moral. Les atteintes à la confiance, il s'agit des faux en écriture publique, donc ça représente moins de 10% du contentieux pénal. Attention, le faux en écriture publique commis par un agent public, juridiquement, c'est un crime passible de la cour d'assises. Alors la plupart du temps, c'est correctionnalisé, on va devant le tribunal correctionnel, mais on a déjà vu des maires qui ont été poursuivis aux assises pour de tels faits. Un exemple, le conseil municipal délibère. On clôture la séance, on rédige le PV, et au moment de rédiger le procès-verbal, on s'aperçoit qu'on a oublié de délibérer sur un point, tout le monde est d'accord, et on rajoute formellement une délibération sur le PV qui n'a pas été prise en séance du conseil municipal. Juridiquement, c'est un faux en écriture publique, commis par un agent public, qui est passible de la cour d'assises. Tant que personne ne dit rien, ça passe. Il suffit qu'un jour, il y ait un conseiller municipal qui dise « Ah mais oui, mais ce jour-là, la décision n'a pas été prise en séance du conseil municipal » pour que ça puisse partir au pénal. Donc, attention. Violence volontaire. Violence volontaire, ben là, c'est parfois des conseils municipaux qui sont un peu virulents. Donc, ça, des fois, ça en arrive aux mains. Ou ça peut être aussi, c'était le cas d'un maire qui, après avoir été copieusement injurié par un adolescent, l'avait giflé. Donc, le maire avait été poursuivi pour violence volontaire. Au final, il avait été relaxé, mais il avait bien été poursuivi pour violence volontaire. Les violences involontaires, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, c'est toutes les hypothèses d'accident. Les atteintes à l'environnement et l'urbanisme, vous voyez que finalement, ça représente très peu contentieux pénal. C'est moins de 3% du contentieux pénal des élus. Idem pour les atteintes aux libertés publiques. Et enfin, arrive en dernier, toutes les atteintes aux mœurs et à l'intégrité sexuelle. C'est là notamment où on retrouve des hypothèses notamment de harcèlement sexuel. Mais fort heureusement, ça représente un contentieux très minime. Moins de 2% du contentieux pénal, moins de 2% des 0,3%. Alors, qui peut être déclaré pénalement responsable au sein d'une collectivité? La responsabilité pénale est une responsabilité très conviviale. C'est-à-dire que pour une même affaire, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vont être mises en examen. Pour vous donner un exemple, dans une collectivité, suite à un accident du travail, vous avez 11 personnes qui ont été mises en examen pour un même accident du travail. D'accord? Un agent qui était tombé dans un échafaudage. Et le juge, pour savoir qui c'est qui avait fauté, eh bien, il avait mis en examen pas moins de 11 personnes, dont le maire, dont un adjoint, dont un responsable des services techniques,
etc., etc. Dont le directeur général des services, qui, au moment des faits, était en vacances. Donc, il faut savoir qu'effectivement, lorsqu'il y a des poursuites pénales, eh bien, il peut y avoir, pour une même affaire, plusieurs personnes qui vont être poursuivies. Et d'ailleurs, on verra que ça aura une incidence sur les contrats d'assurance. Donc, le maire peut engager sa responsabilité. Les adjoints peuvent engager leur responsabilité. Les conseillers municipaux, même sans délégation, peuvent engager leur responsabilité. Les fonctionnaires territoriaux aussi. Et également, la commune, personne morale. La commune, personne morale, peut engager sa responsabilité pénale. Alors, on ne pourra pas la mettre en prison, on est d'accord, mais la commune, personne morale, on pourra lui faire payer une amende. Donc, parfois, d'ailleurs, vous ne serez pas poursuivi personnellement en tant que maire, mais vous serez poursuivi en tant que représentant de la personne morale. Donc, ce n'est pas vous qui personnellement engagerez votre responsabilité pénale, mais en tant que représentant de la collectivité. Donc, c'est la personne morale qui aura la peine. Alors, une question très importante. Vous avez dû, lors du conseil municipal, désigner les adjoints. Le maire a dû prendre les arrêtés de délégation qui vont bien pour les adjoints, voire pour des conseillers municipaux, délégués. Question. Les délégations de fonctions qui sont exercées par les adjoints ou par les conseillers municipaux délégués, est-ce que vous êtes responsable de ce qui se passe dans le domaine de délégation ou est-ce que c'est l'adjoint qui est responsable? Bonne question. En voilà une question qui est bonne. Qu'est-ce que nous répond le Code général des collectivités territoriales? Le Code général des collectivités territoriales nous dit que les délégations sont exercées sous la surveillance et sous la responsabilité du maire. Donc, a priori, il n'y a pas débat. Vous restez responsable dans le domaine de délégation. Donc là, je vois que les adjoints commencent à sourire, à être soulagés, tandis que les maires sont dépités. Eh bien, on va inverser les sourires et on va inverser les mines dépitées. Pourquoi? Parce que vous avez une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Et oui, encore elle. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle, la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation? Elle dit, eh bien, elle a eu à se prononcer dans le domaine de l'entreprise. Dans le domaine de l'entreprise, accident du travail, le chef d'entreprise pour sa défense, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur le juge, je ne peux pas être là partout, je ne peux pas tout surveiller dans mon entreprise. Et donc, moi, dans mon entreprise, j'ai un monsieur ou j'ai une madame sécurité qui est chargée de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité au travail. Et s'il y a quelqu'un qui doit être là aujourd'hui devant vous, monsieur le juge, ce n'est pas moi, c'est monsieur ou madame sécurité. Et la Cour de cassation, elle a répondu quoi? Elle a dit d'accord, monsieur le chef d'entreprise, on est d'accord, mais à 3 conditions. À condition que monsieur ou madame sécurité ait l'autorité, premier critère, les compétences, deuxième critère, et les moyens pour accomplir sa mission. Autorité, compétences, moyens. Si ces 3 critères cumulatifs sont réunis, il y a transfert de responsabilité. Si l'un de ces critères fait défaut, le chef d'entreprise reste responsable. Et, je vais vous livrer un scoop, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, elle applique exactement les mêmes critères aux délégations telles qu'elles se pratiquent au sein des collectivités territoriales. C'est-à-dire que le juge va apprécier au cas par cas si l'adjoint avait l'autorité, les compétences et les moyens pour accomplir sa mission. Si le juge répond par l'affirmative à ces 3 questions, eh bien, il y a transfert de responsabilité pénale de la tête du maire sur la tête de l'adjoint. Si l'un de ces critères fait défaut, par contre, c'est le maire qui reste responsable. Notamment, lorsque vous déléguez à un adjoint, le maire, il reste compétent, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez délégué un adjoint que vous ne pouvez plus évoquer vous-même l'affaire, vous pouvez la traiter. Rien ne vous l'interdit. Par contre, dès lors que c'est vous qui la traitez, forcément, c'est vous qui engagez votre responsabilité. D'accord? Donc, il y a une logique derrière. Alors, l'exemple, il est là, hein, c'est l'arrêt qui vous est proposé ici.
Les faits sont les suivants. Arrêt de la chambre criminelle du 4 septembre 2007, ça se passe dans une commune du nord de la France, qui, pour la fête de la musique, alors vous savez, c'est la fête où en principe, avant, on avait le droit d'être tous ensemble, bien serrés. Quoique j'ai vu qu'hier, il y avait eu quelques organisations qui ne respectaient pas trop les règles sanitaires. Mais bon, toujours est-il qu'une semaine de festivités sont organisées sur la commune, avec notamment une soirée techno pour les jeunes. Bon, qui dit soirée techno dit un peu de bruit. Qui dit un peu de bruit dit riverain pas content. Qui dit riverain pas content dit plainte pour tapage nocturne. Plainte pour tapage nocturne qui est dirigée contre qui? Contre l'adjoint aux affaires culturelles. Ah, et non pas contre le maire. L'adjoint aux affaires culturelles poursuivi pour tapage nocturne pénal devant le juge, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, monsieur le juge, je ne comprends pas pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous. Je n'exerce qu'une délégation de fonction qui, nous dit le Code général des collectivités territoriales, est exercée sous la responsabilité du maire. S'il y a quelqu'un qui doit être là aujourd'hui devant vous, ce n'est pas moi, monsieur le juge. Suivez mon regard. Vous noterez au passage que lorsqu'il y a des poursuites pénales, les majorités municipales peuvent avoir tendance à se fragiliser. Le système de défense de l'un pouvant consister à refiler la patate chaude aux voisins. Bon. Et j'ouvre une parenthèse à ce sujet sur les contrats d'assurance. Vous avez certaines compagnies d'assurance et non des moindres qui proposent au maire d'assurer sur son contrat personnel l'ensemble de l'équipe municipale. A priori, c'est plutôt attrayant puisque le maire, bon seigneur, paye l'assurance pour l'ensemble de l'équipe. Ouais, chapeau. Chapeau, sauf qu'en pratique, à l'usage, ça peut se révéler très dangereux. Pourquoi? Tout d'abord, on a vu que la responsabilité pénale est une responsabilité très conviviale, c'est-à-dire que vous pouvez, pour avoir une même affaire, plusieurs élus qui vont être poursuivis. Donc, ça va poser des questions en termes de plafond de garantie. Parce que le plafond de garantie sera peut-être divisé par le nombre d'élus qui sont poursuivis. Deuxièmement, on l'a vu ici, le système de défense d'un élu, ça peut être consister à refiler la patate chaude au voisin. Ça veut dire que si le maire, dans l'exemple que j'ai cité, avait souscrit ce type de contrat, ça veut dire que le maire va payer la défense de quelqu'un qui, à la barre du tribunal, va venir l'accuser. Avouez que c'est plutôt gênant. Et puis, troisième problème que cela pose, c'est qu'en cours de mandat, les majorités municipales peuvent avoir tendance à se fissurer et vous pouvez avoir des conflits qui naissent entre élus d'une même majorité. Dans les Deux-Sèvres, sitôt à peine l'élection, il y avait déjà un contentieux dans une commune des Deux-Sèvres. Je vous donne un exemple. Donc, à éviter ce type de contrat, il vaut mieux que chaque élu s'assure à titre personnel avec un contrat personnel, quitte à obtenir des tarifs groupes parce que vous avez plusieurs élus qui souscrivent en même temps. Ça ne pose pas de difficulté. Mais chacun a son contrat. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que répond la Cour de cassation? Parce que cette affaire de très haute importance de tapage nocturne s'est remontée jusqu'à la Cour de cassation quand même. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Cour de cassation, dans cette affaire de tapage nocturne? Elle dit, si, monsieur l'adjoint, vous êtes pénalement responsable, c'est bien vous et non pas le maire, parce que vous aviez l'autorité, la compétence et les moyens pour accomplir votre mission. Donc, elle applique exactement les mêmes critères que pour l'entreprise. Alors, les manquements au devoir de probité. Les manquements au devoir de probité, on l'a vu, c'est la première zone pour laquelle vous pouvez engager votre responsabilité pénale. Il s'agit d'infractions qui sont particulièrement graves et j'attire tout particulièrement votre attention sur ces infractions. Ces infractions, elles sont classées dans une partie du Code pénal qui est intitulée, j'ouvre les guillemets, crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique. Crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique. On trouve dans cette partie du Code pénal les crimes, par exemple, de haute trahison, d'espionnage, de terrorisme. C'est pour vous donner un ordre d'idée. D'accord? Donc, ce sont des infractions qui sont considérées par le législateur
comme étant d'une particulière gravité. Pourquoi, parmi cette partie du Code pénal, on trouve les manquements au devoir de probité qui sont commis par les élus? Eh bien, parce que nous dit le Conseil de l'Europe, dans une recommandation de 1999, lorsqu'un élu est malhonnête, non seulement il se discrédite, mais il discrédite aussi l'institution qu'il représente et il sape les fondements mêmes de l'état de droit. Dixit le Conseil de l'Europe. Donc, cela explique pourquoi les manquements au devoir de probité sont classés dans cette partie du Code pénal. Jusque-là, c'est vrai que la logique, on l'entend, on la comprend. Là où ça devient plus critiquable, c'est lorsqu'on rentre dans le détail de ces infractions. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans le détail de ces infractions, on s'aperçoit qu'il y a des infractions où il n'y a pas photo, où manifestement l'élu a recherché un intérêt personnel. Donc là, oui, on comprend la logique. Par contre, il y a des infractions qui mettent dans le même sac des élus qui ont été malhonnêtes, qui ont voulu frauder la loi, qui ont voulu s'enrichir, avec des élus qui non seulement n'ont pas voulu s'enrichir, mais en plus n'ont pas eu conscience de commettre une infraction, d'accord, et n'ont pas non plus nécessairement porté atteinte aux intérêts de la collectivité. Et donc, c'est pour ça que j'attire plus particulièrement votre attention sur un certain nombre d'infractions. Alors, la conclusion, je passe très vite parce que la conclusion, c'est très peu poursuivi. C'est quoi? En fait, derrière ce mot un peu barbare, c'est quoi qu'on retrouve? C'est soit lorsque vous exonérez un contribuable qui doit une somme à la collectivité alors qu'il aurait dû la payer, donc ça aurait dû rentrer dans le patrimoine de la collectivité, donc c'est une exonération indue d'une somme. Par exemple, vous ne percevez, ça pourrait être le cas d'un placier municipal sur un marché qui exonère les commerçants du paiement des droits de place. C'est de la concussion, juridiquement. D'accord? Et il y a un autre volet de la concussion, c'est le cas si vous demandez une somme d'argent qui n'est pas due ou qui excède ce qui est dû. Si je reprends mon exemple du placier, le placier va demander à certains commerçants de payer plus cher le droit de place que ce qu'il aurait dû demander. Donc là aussi, c'est la concussion. La corruption. Corruption au trafic d'influence. Là, ça suppose un échange de bons procédés. C'est, par exemple, l'attribution d'un marché public contre une valise de gros billets, on va dire, un pot de vin. Bon, là, on est manifestement dans la corruption. Là où j'attire votre attention derrière le gros mot corruption, c'est que vous pouvez avoir ici des notions plus délicates. C'est par exemple les cadeaux d'entreprise, où s'arrête la pratique de bonne loi et où commence la corruption. Et ça sera une appréciation qui se fera au cas par cas si le juge est saisi. D'accord ? Vous avez par exemple un fonctionnaire qui a été condamné pour corruption parce qu'une entreprise qui travaillait pour le compte de l'administration lui a prêté une pelle mécanique pour faire les travaux chez lui. Le prêt d'une pelle mécanique pour faire des travaux chez le fonctionnaire, ça a été considéré comme étant de la corruption. Autre exemple que l'on peut citer, imaginons une entreprise qui travaille pour le compte de la collectivité et vous la faites travailler chez vous pour vos besoins personnels. Jusque-là, rien n'interdit. Vous pouvez très bien recourir à une entreprise qui travaille pour le compte de la collectivité pour vos besoins personnels, dès lors, bien évidemment, que vous la payez sur vos deniers personnels lorsqu'elle travaille pour vous. Donc attention à bien garder les traces des factures et des paiements. Pas de paiement en liquide, évidemment. Donc, mais, jusque-là, rien n'interdit. Mais, lorsque l'entreprise travaille pour vous, elle vous accorde une ristourne. Ah, la ristourne, comment ça s'interprète juridiquement? Peut-être que le juge dira c'est une ristourne comme n'importe quel autre client aurait pu obtenir, donc circuler n'a rien à voir. Ou peut-être que le juge dira ah ouais, c'est quand même bizarre que vous ayez obtenu une ristourne, peut-être dans des montants plus conséquents que ce qu'accorde habituellement l'entreprise en question, et peut-être que le juge en déduira qu'il y a eu corruption. Donc, vous voyez qu'on peut, là aussi, attention, parce qu'il y a certaines pratiques qui peuvent paraître anodines
en premier abord, mais qui peuvent se traduire par des poursuites au pénal. Le détournement de fonds publics ou détournement de biens publics, eh bien, c'est chaque fois si vous faites une utilisation privative des biens publics. Donc, chaque fois qu'il y a une utilisation privative des biens publics, c'est du détournement de fonds publics. Comme je l'ai cité tout à l'heure en exemple, c'était le cas du maire qui avait fait acheter un véhicule de grosse cylindrée sur les deniers publics pour ses besoins perso. Là, manifestement, c'est un détournement de fonds publics. Alors là où j'attire votre attention, c'est que vous pouvez commettre un détournement de fonds publics, y compris par négligence. C'est-à-dire que là, on ne vous reprochera pas de vous être enrichi vous, mais ce qu'on vous reprochera, c'est de ne pas avoir suffisamment surveillé un agent, par exemple, qui a commis des détournements. Donc l'agent, lui, sera condamné pour détournement de fonds publics, mais le maire pourra, par exemple, être condamné pour détournement par négligence. Par exemple, tout à l'heure, le cas que j'évoquais de l'agent de la caisse des écoles qui avait falsifié des bons de commande et qui avait récidivé, on ne peut pas exclure que le maire aurait pu être poursuivi pour détournement par négligence. Vous avez le cas de maires qui ont été condamnés pour détournement par négligence parce qu'ils avaient signé des bons de commande sans vérifier ce qu'ils signaient. D'accord? Donc là, ça fait partie, effectivement, des infractions pour lesquelles vous pouvez engager votre responsabilité sans nécessairement en avoir conscience. Mais, s'il n'y a qu'une infraction, une seule, sur laquelle vous devez être particulièrement vigilant, c'est la prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt. Pourquoi? Parce que cette infraction, elle est particulièrement redoutable. Cette infraction, elle est rédigée en des termes très larges. Qu'est-ce que réprime la prise illégale d'intérêt? La prise illégale d'intérêt, elle vient réprimer l'hypothèse. On ne doit pas pouvoir suspecter qu'un intérêt privé a pollué un intérêt public. Dans toutes les décisions que vous prenez, on ne doit pas pouvoir suspecter que vous avez privilégié un intérêt personnel à l'intérêt de la collectivité. Et quand je dis suspecter, c'est que ça va très loin, on va le voir. Et quand je dis un intérêt personnel, c'est un intérêt direct ou indirect. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement vous, personnellement, qui l'avez, cet intérêt, mais ça peut être par personne interposée. Et donc, ça peut être parce qu'on suspecte que vous avez privilégié un intérêt de quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre famille, par exemple, ou un ami. Il n'y a pas dans le texte de limite dans le cercle de la relation d'élu. D'accord? C'est une appréciation qui se fait au cas par cas par le juge et qui concerne le champ, qui concerne tout type de décision. Par exemple, en matière de marché public, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur. Et peut-être que votre entreprise, elle est en capacité de répondre aux besoins de la collectivité. Imaginons que votre entreprise ce soit la meilleure sur le marché. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et en plus, quand vous faites travailler votre entreprise pour le compte de la collectivité, eh bien vous travaillez à prix coûtant. C'est-à-dire que ça vous coûte de l'argent, mais c'est tout bénéf pour la collectivité parce que si la collectivité avait dû recourir à une entreprise extérieure, ça lui aurait coûté plus cher et ça aurait été moins bien fait. Donc, a priori, pourquoi se priver? Eh bien, pourquoi se priver? Parce que ça va être considéré comme de la prise illégale d'intérêt. Même si votre entreprise est la meilleure. Et là, je vous parle de votre entreprise à vous, mais ça peut être l'entreprise de votre fils, l'entreprise de votre femme, l'entreprise du beau-père de votre frère, l'entreprise de votre cousin, où on s'arrête dans votre cercle de relations. On s'arrête, encore une fois, il n'y a pas de limite textuelle. C'est une appréciation qui se fait au cas par cas. Et un magistrat de la Cour de cassation a répondu, on s'arrête là où le soupçon n'a plus cours. Donc, vous voyez, c'est très large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous-même vous vous posez une question, dites-vous bien que d'autres pourraient aussi s'en poser des questions. Et que donc, ça peut poser problème. Alors là, j'ai parlé en matière de marché public,
Mais vous avez aussi en matière d'urbanisme, vous avez pas mal d'élus qui ont été poursuivis, notamment suite à l'installation d'éoliennes sur leur terrain. Ils avaient participé aux délibérations. Vous avez des élus, pareil pour le classement de terrains constructibles qui deviennent constructibles. La participation, pareil. Le recrutement de proches. Là récemment encore, la Cour de cassation a condamné un élu parce qu'il avait recruté sa sœur comme DGS, bien que sa sœur avait les compétences requises. Ce n'est pas la question. Hein, on est bien d'accord, ce n'est pas la question. Un autre exemple, une question parlementaire posée par un élu. Il était nouvel élu. Nouvel élu, il est élu dans la commune et l'ancienne municipalité avait embauché sa fille comme femme de ménage en CDD. Question qu'il pose. Est-ce que je peux renouveler dans les mêmes termes, sans augmenter le salaire de ma fille, le CDD de ma fille qui a été embauché par l'ancienne municipalité? Réponse ministérielle, non, risque de prise illégale d'intérêt. Vous voyez, autre exemple, le vote des subventions aux associations. Vous êtes membre d'une association, vous votez une subvention à une association dont vous êtes membre. Prise illégale d'intérêt. C'est pour ça qu'au moment du vote des subventions aux associations, en général, il y a un jeu de chaises musicales lors du conseil municipal, puisque tout le monde, à un moment ou à un autre, doit sortir parce qu'il n'est... Bon. Tout ceci pour vous dire que cette infraction, ce n'est pas un hasard si c'est la première infraction pour laquelle les élus sont inquiétés. Et comme il y a beaucoup de pièges, la SMAC, en partenariat avec Mairie 2000, a édité un guide pratique qui est librement téléchargeable, qui est gratuit. Donc, je vous invite à le lire. Il fait 96 pages, mais ces 96 pages sont aérés, il y a des dessins, il y a des schémas, et surtout, ça peut vous éviter bien des désagréments au cours de votre mandat. Vous savez, vous avez lu la charte de l'élu local lors du premier conseil municipal. C'est la première obligation du nouveau maire, c'est de lire la charte de l'élu local. Cette charte de l'élu local, il ne s'agit pas, une fois l'avoir lue, une fois après l'avoir lue, de la ranger dans un tiroir et de dire, bon, ça, c'est fait. Non. Cette charte de l'élu local, non seulement il faut la lire, mais il faut l'appliquer tout au long de votre mandat. Et donc, c'est pour cela qu'on a mis à votre disposition cet outil et je vous invite vraiment, vraiment à prendre le temps de lire ce document. Il est librement téléchargeable. Autre infraction qui met dans le même sac des élus malhonnêtes et des élus qui peuvent être de totale bonne foi, c'est le délit de favoritisme. Délit de favoritisme, alors là, c'est plus limité comme champ d'application, c'est uniquement en matière de marché public. Mais pourquoi je dis que là aussi, ça peut poser problème? Ça peut être le cas d'un élu qui a saucissonné un marché délibérément pour éviter, par exemple, une procédure d'appel d'offres et pouvoir retenir l'entreprise qu'il voulait. Donc ça, c'est du favoritisme. Mais ça peut être aussi l'élu qui a mal interprété une disposition du Code des marchés publics, qui s'est planté dans l'application du Code des marchés publics. Et ça peut conduire à des poursuites pour favoritisme. Vous avez aussi des élus qui ont été poursuivis pour favoritisme parce qu'ils avaient tout fait pour que ce soit une entreprise locale qui soit retenue. Ce n'est pas interdit de retenir une entreprise locale, mais il faut pouvoir le justifier objectivement parce que c'était elle la mieux disante. Si vous mettez tout en œuvre pour que ce soit l'entreprise locale, alors qu'objectivement, ce n'était pas elle la meilleure, eh bien, ça pourrait être considéré comme étant du délit de favoritisme. Les violences involontaires. Alors, les violences involontaires, statistiquement, ce n'est pas le contentieux pour lequel vous êtes le plus exposé. Ce n'est pas le domaine pour lequel vous êtes le plus exposé. Par contre, les enjeux sont lourds parce que derrière, c'est des atteintes à la vie et à l'intégrité physique. Alors, en la matière, il y a une distinction que l'on fait depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000. Donc, vous voyez, bientôt, on va fêter les 20 ans de cette loi. Qu'est-ce qu'elle fait, cette loi? Eh bien, elle distingue entre les auteurs directs et les auteurs indirects. Concrètement, à causalité directe, si je suis un auteur direct, une faute simple suffit à engager ma responsabilité. Par contre, si je suis considéré comme un auteur indirect, il faudra prouver une faute qualifiée. Donc, une faute d'une certaine gravité. Concrètement, je suis au volant de mon véhicule. Le soleil est revenu. Ah,
Je suis ébloui par le soleil. Je ne vois pas un piéton qui traverse devant moi, je percute le piéton. Je suis auteur direct du dommage. Et donc, une faute simple suffira à engager ma responsabilité pénale. Dès lors que j'étais ébloui par le soleil, j'aurais dû ralentir, j'aurais dû baisser mon pare-soleil, adapter ma vitesse aux conditions de circulation, mettre des lunettes de soleil. Dès lors que je l'ai percuté, c'est moi qui suis responsable, je suis pénalement responsable, et une négligence simple suffit à engager ma responsabilité pénale. Maintenant, je suis au volant de mon véhicule, toujours. Je vois le feu qui passe au rouge. Je ne suis pas du tout ébloui par le soleil. Je vois très bien que le feu est passé au rouge. Mais au lieu de marquer l'arrêt, j'accélère et je grille le feu. J'oblige un véhicule ayant priorité sur moi à se déporter, lequel percute un piéton. Ce n'est pas moi qui l'ai percuté, c'est l'autre. Moi, je ne suis pas auteur direct du dommage, je suis auteur indirect. Pour que ma responsabilité soit engagée, une faute simple ne suffit pas, il faut prouver une faute qualifiée. C'est-à-dire, soit j'ai violé un texte de loi qui impose une règle particulière de prudence ou de sécurité. Là, en l'espèce, j'ai grillé un feu rouge, donc oui, j'engage ma responsabilité pénale, parce que j'ai violé un texte de loi. Soit j'ai commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité. C'est-à-dire que là, je n'ai pas nécessairement violé un texte de loi, mais j'avais conscience du danger et je n'ai pas pris les mesures permettant de l'éviter. Vous, en tant qu'élu, vous allez être, à 99% des cas, considérés comme des auteurs indirects. Vous n'avez pas été en contact direct avec la victime. Donc, il faudra une faute qualifiée pour pouvoir engager votre responsabilité pénale. La loi du 11 mai 2020, pendant l'état d'urgence sanitaire, a intégré dans le Code de la santé publique un nouvel article invitant en plus le juge à tenir compte de la situation de crise sanitaire en cas de poursuite pénale pendant cette période. Vous savez qu'il y a eu tout un débat sur la responsabilité pénale des élus lors de la réouverture des écoles, avec le protocole sanitaire qui, effectivement, a été relativement imposant et qui pouvait être inquiétant. Simplement, en termes de responsabilité pénale, très honnêtement, le risque de condamnation d'un élu suite à une contamination, elle est très minime. Parce qu'il faudrait prouver un lien de causalité certain entre la faute qui vous serait imputée et la contamination. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir établir de manière certaine que la contamination, par exemple, si on parle d'une contamination à l'école, elle a eu lieu à l'école. Et s'agissant de l'école, il y a une circonstance supplémentaire qui rend plus difficile encore la poursuite, du moins la condamnation, c'est qu'il faudrait pouvoir établir que la contamination elle a eu lieu pendant le temps périscolaire, parce que pendant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la surveillance des enseignants et donc de l'éducation nationale. Ou alors établir que la contamination est directement liée à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de l'école. Donc ça fait beaucoup de si. Tout ça pour dire que le risque de condamnation en la matière, il est très limité. Alors, une jurisprudence pour vous donner quel va être le raisonnement du juge, c'est un plan d'eau communal. Vous avez de nuit des adolescents, des jeunes adultes, qui vont passer une soirée sur le plan d'eau, qui boivent un peu plus que de mesure et qui, à minuit, décident de piquer une tête dans le plan d'eau. Et l'un plonge la tête la première et ne voit pas un muret qui y a sous l'eau et heurte le muret et malheureusement devient tétraplégique. Il recherche la responsabilité pénale du maire. Le maire est poursuivi, le maire est condamné. Le maire a été condamné dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est de ne pas avoir signalé la présence du muret, parce que lorsqu'on était hors de l'eau, le muret ne se voyait pas. Vous allez me dire, avec 2 grammes d'alcool dans le sang et à 11 heures du soir, même s'il y avait eu le panneau, ça n'aurait pas nécessairement dissuadé la victime de sauter. On est d'accord. Par contre, ça aurait suffi pour dégager la responsabilité pénale du maire, c'est-à-dire que s'il y avait eu le panneau, le maire n'aurait pas pu engager sa responsabilité pénale. Pourquoi je cite cet exemple? C'est parce qu'il s'agissait d'un nouvel élu. Et une semaine avant, il y avait déjà eu un premier accident qui était survenu 2 jours, cette fois à un enfant. Et le maire, il était poursuivi pour les 2 accidents. Pour le premier accident, il est relaxé. Pourquoi? Parce que le juge dit, le maire était nouvel élu,
il ne connaissait pas la configuration des lieux, il ne connaissait pas l'existence du muret, d'accord? Et donc, pour le premier accident, sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée. Par contre, pour le deuxième accident, qui est survenu une semaine plus tard, là, le maire ne pouvait plus dire qu'il ne savait pas, puisqu'il y avait déjà eu un premier accident. Et donc, il aurait pu agir. Il aurait pu donc prendre les devants et mettre un panneau ou une ligne de flottaison. Et donc, vous voyez que le juge, en fait, il prenne en compte ou non la connaissance qu'avait l'élu de la situation. Donc, c'est pour ça que dans les axes de prévention engagés, c'est engager sans tarder les actions qui peuvent être mises en œuvre rapidement. Ne pas attendre l'accident pour agir. Vous ne pouvez pas tout faire tout de suite, on est d'accord, mais faites déjà tout ce que vous pouvez faire tout de suite. Et pour ce que vous ne pouvez pas faire tout de suite, engagez un programme d'action avec un plan d'action et un suivi de ce plan d'action. Et en attendant, pensez à prendre des mesures compensatoires qui permettent de limiter le risque. Par exemple, là, en l'espèce, on aurait pu dire le plus simple, c'est d'enlever le muret, détruire le muret. Sauf que détruire le muret, ça demande un certain nombre de travaux et ça ne peut pas être fait tout de suite. Par contre, il y a une mesure qui peut être prise tout de suite, c'est signaler la présence du muret aux usagers lorsqu'on est en bord de l'eau. Et ça ne coûte pas très cher. Donc ça, c'est une mesure compensatoire qui pouvait être prise tout de suite. Être ferme sur le respect des consignes de sécurité par les agents. Vous ne pourrez jamais dire l'agent n'en faisait qu'à sa tête. Vous lui avez donné les consignes, mais voilà. Si vous dites l'agent n'en faisait qu'à sa tête, le juge vous répondra, mais si l'agent n'en faisait qu'à sa tête, qui c'est qui dirige chez vous? Est-ce que c'est l'agent ou est-ce que c'est vous? Et définir précisément le qui fait quoi, qui est responsable de quoi au sein de la collectivité. Alors, petit tableau récapitulatif. Faute de service, on a vu que c'était la responsabilité de la collectivité. Donc là, qui c'est qui doit être assuré? C'est la collectivité, contrat d'assurance de la collectivité. Si jamais vous êtes poursuivi au pénal sur la place d'une faute de service, ce n'est pas à vous de payer votre avocat pour vous défendre, c'est à la collectivité de le faire au titre de la protection fonctionnelle. Et depuis la loi du 27 décembre 2019, les communes ont l'obligation de s'assurer pour assurer leur obligation à l'égard des élus, avec une prise en charge par l'État pour les communes de moins de 3 500 habitants. On entend encore le décret d'application là-dessus, en la matière. Si le juge estime que vous avez commis une faute personnelle, à ce moment-là, c'est votre responsabilité personnelle. Et c'est pour ça qu'il est très important pour vous de souscrire un contrat d'assurance personnelle. Ce n'est pas votre assureur vie privée qui vous couvrira. Il faut, pour vous, souscrire une assurance personnelle qui vous couvre parce que vous pouvez engager votre patrimoine personnel dans l'exercice de vos fonctions. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas la commune qui devra vous payer votre avocat, mais c'est à vous personnellement, sur vos deniers personnels. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un contrat d'assurance personnelle qui prendra non seulement en charge l'avocat, mais aussi le montant des dommages et intérêts. Bien entendu, sous réserve que vous n'ayez pas commis de faute intentionnelle, c'est-à-dire que vous n'ayez pas recherché le dommage. Parce que qui dit faute intentionnelle dit suppression de l'aléa et le contrat d'assurance repose sur un aléa. Si on est sûr qu'on produit le dommage, il n'y a plus d'assurance possible. D'où l'exclusion des fautes intentionnelles. Faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Qu'est-ce qu'on a vu? Responsabilité de la collectivité possible, avec recours possible contre l'élu. Donc là, on peut avoir aussi bien le contrat d'assurance personnelle et le contrat d'assurance de la collectivité qui va jouer, mais pas de protection fonctionnelle qui n'est due par la collectivité dès lors qu'il y a eu une faute personnelle. Quels sont les contrats, les garanties de base à avoir? Protection juridique de l'élu. Donc là, c'est l'hypothèse. Vous allez avoir besoin d'un avocat pour vous défendre. Donc là, les frais d'avocat seront pris en charge au titre de la protection juridique. Un point très important, la responsabilité civile personnelle. On a vu que vous pouvez engager votre patrimoine personnel dans l'exercice de vos fonctions en indemnisant la victime, même si vous n'avez pas recherché d'intérêt personnel. Donc, il est très important d'avoir une garantie de responsabilité civile personnelle. Et puis, vous avez aussi, dans les garanties de base à avoir, des garanties individuelles accident qui vous couvrent si vous êtes victime d'un accident dans l'exercice de vos fonctions. En principe, c'est à la collectivité de vous indemniser, mais elle peut vous opposer une faute qui viendrait diminuer votre droit d'indemnisation. Donc, d'où l'importance d'avoir cette garantie. À côté de ces garanties de base, vous avez des garanties annexes qui sont aussi intéressantes, comme l'assistance psychologique, la reconstitution d'image lorsque vous avez été abusivement mis en cause, les frais de défense,
la prise en charge de vos pertes de revenus professionnels si vous avez dû interrompre votre activité pour exercer votre mandat en situation de crise, l'assistance juridique, etc., etc. Vous avez beaucoup de garanties qui vous sont proposées pour un coût vraiment très modique et qui n'amputera vraiment qu'à la marge votre indemnité de fonction. Donc, je ne peux que vous inviter à souscrire ce type de garantie avec une attention toute particulière, c'est sur la période de garantie. Pourquoi? Parce que vous pouvez engager votre responsabilité bien après la fin de l'exercice de votre mandat. Le point de départ de la prescription, ce n'est pas le jour où vous prenez une décision qui peut être critiquable, c'est le jour où cette décision critiquable peut avoir des conséquences dommageables. Dans l'affaire des inondations de Vaison-la-Romaine, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce drame, eh bien, qui c'est qu'on avait recherché en responsabilité à l'époque? C'était le préfet, parce que les permis de construire avaient été délivrés par le préfet avant les lois de décentralisation. Le préfet, quand on est venu le rechercher en responsabilité, il avait plus de 80 ans. Ça faisait longtemps qu'il était à la retraite. Pourtant, c'est lui qu'on est venu rechercher en responsabilité. Finalement, sa responsabilité a été écartée, mais n'empêche qu'il a dû se défendre. Eh bien, vous, pendant votre mandat, tout peut très bien se passer, mais peut-être que 10 ans après l'expiration de la fin de votre mandat, quelqu'un viendra vous rechercher en responsabilité. Comment ça marche en matière d'assurance? Eh bien, le contrat que vous propose MAC l'assurance vous couvrira quelle que soit la date de réclamation de la victime. D'accord? Même si elle intervient 10, 20 ans après, dès lors que le fait générateur est inclus dans la période de garantie, c'est-à-dire pendant que vous étiez couvert dans l'exercice de votre mandat. C'est loin d'être le cas de tous les contrats d'assurance. Vous avez la plupart des compagnies d'assurance qui prévoient ce qu'on appelle une garantie subséquente, c'est-à-dire qu'ils vont vous couvrir pendant une période donnée, suivant l'expiration de votre mandat. En général, ça va être une période de 5 ans maximum. Mais ça veut dire qu'au-delà de 5 ans, vous n'êtes plus couvert. Donc attention à cette période de garantie. Attention également, la cotisation doit être payée sur vos deniers personnels. Il n'y a en aucun cas pour la commune. Donc c'est bien une assurance que vous devez souscrire personnellement et payer sur vos deniers personnels. Alors je reviens à mon introduction. Le but de cette intervention, ce n'était pas de vous faire peur et de vous pousser à la démission. Je vous rappelle que statistiquement, le risque de mise en cause, il reste très marginal, moins de 0,3% des élus qui sont poursuivis. Pour autant, il faut être lucide et prendre conscience qu'on peut être poursuivi même si on n'a pas eu conscience de frauder la loi. C'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention, qu'il y a un certain nombre de clignotants qui s'allument parce qu'effectivement, on peut engager sa responsabilité pénale en tant qu'élu ou sa responsabilité civile sans avoir recherché un intérêt personnel. Donc, c'est très important, sans avoir cherché un intérêt personnel. Tous les documents ici sont à votre disposition et peuvent être téléchargés gratuitement. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. Et s'il n'y a qu'un document que vous devez lire, c'est celui-ci. J'ai vu quelqu'un qui avait levé la main. Prenez la parole. Monsieur Briffaut, je crois. Tac. Alors, Briffaut, si vous voulez. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Non, c'était une erreur de ma part, mais simplement pour vous dire que c'est quand même très inquiétant tout ça. J'ai noté, par exemple, on ne pouvait pas apparemment embaucher quelqu'un de sa famille, et pourtant, s'il requiert toutes les conditions, je ne vois pas pourquoi. Oui, ben, ça fait partie effectivement des pièges. C'est pour ça que j'ai attiré votre attention là-dessus, parce que intuitivement, on se dit, ben oui, pourquoi ça pose difficulté? Et malheureusement, oui, ça fait partie des cas dans la situation où vous pouvez engager votre responsabilité pénale pour prise illégale d'intérêt. Alors, okay. Encore une fois, quand on regarde statistiquement, heureusement, le nombre de poursuites reste très minime et vous pouvez exercer votre mandat, vous engager dans votre mandat en toute sérénité. Le tout, c'est d'avoir ces clignotants en tête pour avoir conscience qu'effectivement, vous pouvez engager votre responsabilité pénale ou civile sans nécessairement avoir recherché un intérêt personnel. Et c'est sur ces
ces faits-là que j'attire votre attention plus particulièrement parce qu'effectivement, vous pouvez engager votre responsabilité. Merci. Compris. Est-ce qu'il y a une autre question? D'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce que j'ai été clair? Trop. Clair? Non. Trop. Qui se dénonce? C'est moi, M. Briffaut. Monsieur Briffaut. Mairie THB, vous avez une question, non? Non? Pas de remarque? On ne vous entend pas. Il faudrait activer votre micro. N'hésitez pas à activer vos micros si. Ouais, THB, il n'y a pas. Bloquer tous les micros en fait en même temps. Je dois pouvoir quelque part, mais comme ça vous. Ah, ça y est, je crois que votre micro est activé. Oui, Brigitte Moya, j'avais une question. Oui. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui, c'est bon. Bon. Très bien. Concernant les marchés publics, vous dites qu'effectivement, on ne peut pas prendre des gens qu'on connaît ou de la famille et proche. Mais alors, dans ce cas-là, le souci que l'on a aussi, c'est qu'on pourrait être condamné pour non-respect du principe d'égalité de traitement des candidats. Alors tout d'abord, on n'a pas eu le temps de développer l'infraction de prise illégale d'intérêt. Il y a quand même des moyens qui permettent de retenir un candidat dès lors que vous ne participez pas du tout à la procédure, d'accord? Dès lors que le maire ne s'immisce pas dans la procédure. Vous avez aussi la possibilité pour un maire de prendre ce qu'on appelle un arrêté de déport. Donc ça suffit, ça. Dès lors qu'il est susceptible d'être concerné par une affaire, le maire prend un arrêté dans lequel il désigne un autre élu qui le remplacera pour traiter de l'affaire dans laquelle il est susceptible d'être intéressé. Et le maire devra s'abstenir de toute intervention dans le dossier, d'accord? Et dès lors qu'il respecte cette procédure. D'autre part, pour les communes de moins de 3 501 habitants, vous avez un certain nombre de dérogations qui sont prévues par le code pénal. Notamment, le maire, il peut faire, par exemple, travailler son entreprise pour le compte de la commune jusqu'à hauteur de 16 000 € par an. Voilà. Vous avez un certain nombre de dérogations. Maintenant, pour répondre à votre question, ben oui, c'est une question pertinente. Et on l'a trouvé d'ailleurs dans un autre cas où c'était un élu qui avait écarté une entreprise parce qu'une adjointe avait des relations avec cette entreprise. Et l'entreprise en question avait fait un recours devant le juge administratif en contestant la décision du maire. Et le juge administratif avait donné raison à l'entreprise en question. D'accord? Pour répondre à votre question précisément. Alors, en termes d'appréciation du risque, c'est là où il faut parfois évaluer. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un recours devant le juge administratif parce qu'une entreprise a été écartée, ou est-ce qu'il vaut mieux être poursuivi au pénal parce qu'on vous suspecte d'avoir commis une prise illégale d'intérêt? Moi, à choisir, je préfère le contentieux devant le juge administratif. Et après, en plus, si jamais l'entreprise conteste et que le juge vous dit vous ne pouviez pas l'écarter, après, vous avez un blanc-seing en quelque sorte, puisque le juge vous a dit ben non, vous ne pouviez pas l'écarter dès lors que vous respectiez telle ou telle procédure. Quand vous avez comme ça des problèmes d'arbitrage, il faut regarder quel est le risque le plus important. Et le risque pénal, c'est tout. Également, la loi engagement et proximité, elle vous permet ce qu'on appelle une prise de décision formelle, d'interroger la préfecture, de transmettre à la préfecture une délibération que vous souhaitez prendre et l'interroger pour lui demander si vous avez une question juridique qui se pose sur une délibération que vous prenez, vous envisagez. Et la préfecture vous répond et si vous suivez l'avis de la préfecture ne pourra plus ensuite déférer votre décision devant le juge administratif. C'est-à-dire que l'avis que vous aura rendu la préfecture, dès lors que vous l'avez suivi, il ira à la préfecture et la préfecture ne pourra pas se déjuger ensuite. Donc, c'est aussi un élément qui est à votre disposition.
appelle la prise de décision formelle, c'est un peu une forme de rescrit fiscal, mais sous d'autres formes. Parce que le défaut de réponse de la préfecture ne vaut pas validation. Donc, tout dépend en fait de la capacité de la préfecture à répondre à votre question, pas dans les délais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, pour la commune de Montclar. Et comment on fait quand on a autour de chez nous tous ceux qui interviennent, par exemple pour la cantine, on a un lien de famille. Au niveau des restaurants, par exemple, sur la station, qui sont ouverts, j'ai un lien de famille avec chacun. Comment je fais? Vous, personnellement? Oui. Oui. Bon, après, quand je disais les liens, il y a une appréciation qui se fait par le juge quand même, c'est-à-dire que c'est des liens proches. Évidemment, si tout le monde est concerné, ça va être compliqué pour vous de travailler avec une entreprise. Après, s'il y a concernés, et non pas vos conseillers municipaux ou vos adjoints, la solution, c'est l'arrêté de déport. Puisque eux, s'ils ne sont pas, si les prestataires ne sont pas dans leur champ personnel, leur entourage personnel, du coup, dès lors que vous ne leur donnez pas d'instruction, vous pouvez prendre un arrêté de déport. Et à ce moment-là, l'adjoint ou le conseiller qui vous suppliera prendra la décision dans le domaine concerné et vous vous abstenez de donner toute instruction à l'adjoint en question. D'accord. Ok. Ça va. Merci. Je vous en prie. Arrêtez de déport. Attention, puisqu'on est sur, c'est vraiment une information. D'ailleurs, ça mériterait en elle-même un module spécifique. On propose d'ailleurs. Il ne faut pas croire que parce que vous ne participez pas au vote, ça suffit. Non seulement il ne faut pas participer au vote, mais il faut participer au débat et il faut s'interdire de toute émission dans le dossier. Même un courrier, des fois on a vu des courriers, ça a été considéré comme une émission dans le dossier, donc la prise d'égalité a été caractérisée, même que l'élu n'avait pas participé au vote. Donc quand vous êtes intéressé, il faut vraiment vous abstenir de toute participation au dossier. Ce qui est intéressant, parce que là vous venez de débuter le mandat, alors vous, de vos tailles de collectivité, vous n'êtes pas soumis à l'obligation de déclaration d'intérêt. Vous n'êtes pas concerné par la strate de population. Par contre, ça peut être quand même intéressant et même prudent de faire un tour de table au prochain conseil municipal, par exemple, pour que chaque élu dise moi, je peux être intéressé dans tel ou tel dossier, je peux être intéressé dans telle ou telle affaire parce que, par exemple, mon épouse ou mon époux, mon conjoint, mon fils travaille dans tel domaine. Et ça permet de faire une cartographie, effectivement, des risques dans lesquels vous risquez de vous retrouver en situation de conflit d'intérêts, vous et vos adjoints ou les conseillers municipaux délégués. Donc, ça peut être intéressant de faire ce tour de table. Et pour le vote des budgets aux associations, s'il n'y a plus personne autour de la table… Ça posera un problème de quorum. Il n'y a qu'une famille à Montclar. Non, mais c'est vrai que pour après le vote des subventions aux associations, c'est vrai qu'au bout d'un moment, des fois, ça peut être très sportif. Ouais. Bon. Par contre, ça veut dire pas de vote unique pour l'ensemble des subventions. Vous êtes obligé de faire une vote de subvention pour chaque association parce que sinon, vous n'aurez jamais personne autour de la table. Jamais de quorum. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, encore une fois, vous pouvez exercer sereinement l'exercice de votre mandat. Il y a des solutions. Vous avez des outils qui sont à votre disposition. Vous avez l'association des maires, vous avez l'association départementale de maires. Le président l'a souligné tout à l'heure, vous avez des équipes de juristes à l'association des maires qui sont aussi à votre disposition. Qui sont là. Vous avez des outils qui vous sont proposés. On nous en propose, mais on n'est pas les seuls. Et puis, vous pouvez vous engager dans votre mandat sereinement. N'hésitez pas à rester serein. S'il vous plaît.
Oui, Un conseiller municipal de base oui. devrait prendre une assurance également? Alors, il est beaucoup moins exposé que ne l'est un adjoint ou un conseiller municipal avec délégation. Donc, le risque, il est beaucoup moindre. Entre un conseiller municipal, il peut effectivement engager sa responsabilité. Un conseiller municipal qui prend la parole au sein du conseil municipal et qui tient des propos qui sont jugés diffamatoires par l'un des autres conseillers, il peut faire l'objet d'une poursuite pour diffamation. Un conseiller municipal qui prend part à une délibération à laquelle il est intéressé, il peut être poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Donc, le risque, il est beaucoup moins pour un conseiller municipal, mais il n'est pas nul non plus. Moi, Même s'il ne touche pas d'indemnité? Même s'il ne touche pas d'indemnité, bien sûr. C'est pas lié, les questions de responsabilité, c'est pas lié à une question de toucher. Non, c'est pas ce que vous êtes bénévole dans une association, vous pouvez engager votre responsabilité pénale. Hein. Oui, tout à fait, sauf que le coût de l'assurance, il lui est imputé complètement, là. Oui, le coût de l'assurance lui est imputé complètement, mais quand vous verrez les tarifs, vous verrez que, surtout dans les communes qui vous de votre strate de population, ça va chiffrer à quoi? À 15 € par an. D'accord. Donc, Okay. Je veux dire, faites pas l'impasse là-dessus, quoi. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. D'accord. D'accord. Bien, ben, si nous avons terminé, merci de votre attention et puis je vous souhaite un bon mandat. Serein. Merci pour votre exposé. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Un petit mot de fin avant que tout le monde parte. Je suis Suzanne, je travaille avec Nathalie. Demain, il y a un rendez-vous sur les fondamentaux de l'intercommunalité à 17h. Donc, sur la même plateforme. D'accord. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.